OK. Et en fait, tout comme les systèmes traditionnels, les systèmes à base d'IA, ils nécessitent en fait d'être testés d'une façon efficace afin d'assurer une certaine fiabilité, une certaine sécurité de ce genre de système. Donc, en fait, durant les dernières années, nous avons eu beaucoup d'incidents liés au manque de tests de composantes AI, surtout dans les systèmes qui sont assez critiques. Donc, par exemple, en 2019, il y a eu un accident mortel. Il y avait un accident mortel entre une voiture Uber autonome et une cycliste à cause en fait d'une mal classification de la cycliste par le modèle AI qui se trouve à l'intérieur de la voiture, qui a mal identifié en fait la cycliste comme étant un objet stationnaire. Donc, du coup, la voiture ne s'est pas arrêtée et ça causait en fait la mort de la cycliste. Excusez-moi encore. Le partage Hein? n'est plus. Ok. Le partage sur Zoom pour Partage sur les Zoom. personnes à distance. Désolé. Tac, 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 share, desktop home, share. Oui, c'est beaucoup mieux. Bah, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Et Ok, super. Donc, nous avons un autre exemple avec les premiers modèles de Tesla qui ont tendance en fait à percuter des voitures d'urgence, ça veut dire des voitures de police ou bien des voitures de pompiers. Et même chose avec les premiers modèles de Tesla, où en fait, les premiers modèles de Tesla où ils ont tendance à mal classifier en fait la Lune comme étant un feu orange. Et ça devient très très problématique, surtout si la voiture elle est en plein milieu d'une autoroute. Et donc la voiture elle va décélérer de façon brusque, ce qui augmente en fait la probabilité d'accident. Donc d'où l'importance en fait des tests des modèles AI, surtout s'ils sont déployés dans des systèmes critiques. Donc dans ce cadre, notre objectif est vraiment de développer des techniques de tests qui sont automatisés, qui sont efficaces pour les systèmes logiciels à base d'IA, pour améliorer leur qualité en termes de performance et de fiabilité. Et je vais vous présenter en fait trois contributions que nous avons fait dans le cadre d'une collaboration avec General Motors, que j'ai débuté depuis mon postdoc à l'Université d'Ottawa et sur lesquelles en fait je travaille toujours. Donc, je vais commencer par la première thématique qui est la sélection des jeux de test pour les réseaux de neurones profonds. Donc, voici en fait le pipeline typique en fait pour tester les DNN dans le cadre en fait de la classification d'images. Donc, on part d'une base de données de tests qui n'est pas labellisée, qui est Gigantest. Donc, on fait une sélection aléatoire d'un sous-ensemble. Et ce sous-ensemble-là, il va être labellisé de façon manuelle par un expert. Et on va utiliser en fait ce sous-ensemble-là pour tester concrètement le modèle et mesurer sa précision sans rappel et ainsi de suite. Mais la question qui se pose ici, c'est comment en fait sélectionner d'une façon efficace le sous-ensemble en considérant en fait un budget de test restreint afin de maximiser la révélation du fait. D'accord? Parce qu'ici, on veut idéalement que toutes les entrées qu'on va labelliser, elles vont, euh, elles vont révéler en fait des fautes au niveau du modèle. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment sélectionner les jeux de test les plus révélateurs de fautes dans les DNS. Mais on a plusieurs défis par rapport à ça. Donc, le premier défi, c'est l'espace de données de test qui est très large et qui est diversifié. Le deuxième défi, c'est vraiment associé au coût élevé de la labellisation, parce que la labellisation, elle se fait par un être humain. Donc, ça coûte du temps et ça coûte de l'argent. Et on a également un accès limité aux structures internes du modèle, surtout si on veut tester des modèles qui sont propriétaires. Par exemple, si on veut tester un modèle de ChatGPT, on a seulement accès aux entrées et aux sorties du modèle. On n'a pas vraiment accès aux structures internes du modèle, l'architecture, les valeurs d'activation de neurones et ainsi de suite, ce qui limite euh,
le type d'information dont on dispose pour guider le processus de sélection de jeux test. Et le dernier défi, c'est vraiment le coût élevé d'exécution des tests, surtout en fait si le modèle il est hébergé dans un simulateur qui est gourmand en termes de ressources et en termes de mémoire. Donc le budget de test, il est encore restreint. Donc il faut minimiser le budget de test. Donc, tout en considérant en fait ces défis, nous avons proposé une approche de sélection de jeux de test pour ce genre de modèle qui s'appelle DeepGD, qui est une méthode en fait de sélection en boîte noire et qui utilise en fait certaines métriques pour guider le processus de sélection. Mais avant en fait de proposer notre solution, nous avons commencé par étudier en fait c'est quoi les métriques existantes pour guider le processus de sélection. Nous avons étudié également la corrélation entre ces métriques-là et les fautes dans le réseau pour ne garder que les métriques qui sont fortement corrélées avec les fautes. Et ces métriques-là, elles vont être utilisées par notre approche pour guider le processus de sélection. Donc, on va aller étape par étape dans le process. Donc, concernant les métriques de sélection, nous avons identifié 4 familles de métriques. Les métriques de couverture de neurones, les métriques de surprise, les métriques d'incertitude et les métriques de diversité. Donc, concernant en fait les métriques de couverture, c'est assez inspiré par le principe de couverture de test logiciel, où on priorise en fait l'exécution des tests qui permettent de couvrir ou bien d'exécuter plus de statements dans le logiciel. Et c'est la même chose en fait pour les DNN. Donc ici, en fait, on priorise la sélection d'entrée qui active plus de neurones dans le réseau, bien qui active plus de régions dans le réseau. Donc comme ça, on assure plus de couverture. Et dans le but, en fait, d'augmenter la probabilité de sélectionner des entrées qui vont révéler des fautes dans le modèle. Et il existe en fait plusieurs métriques de couverture, donc je ne vais pas les détailler. Mais par exemple, ici, DN6, il s'agit de la métrique la plus basique. Et on considère en fait qu'un neurone est activé si sa valeur d'activation est supérieure à un certain threshold qu'on fixe manuellement. Il y a également les métriques de surprise. Donc, tout comme dans la vie réelle, donc quand on fait face à une nouvelle situation, on ne sait pas quoi faire et on a tendance à prendre la mauvaise décision, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour les DMN. Donc, on priorise en fait les entrées de tests qui sont les plus surprenants par rapport au modèle. Mais la question qui se pose ici, c'est comment mesurer ce degré de surprise? C'est assez intuitif et c'est assez simple parce qu'on mesure à quel point l'entrée, elle est différente des entrées, des données d'entraînement. D'accord? Et pour mesurer ça, on utilise les vecteurs d'activation de neurones pour mesurer en fait la distance entre l'entrée de test par rapport à son plus proche voisin dans les données d'entraînement. Donc c'est comme ça qu'on mesure en fait le degré de surprise d'une entrée par un DNA, par rapport à un modèle. Par la suite, nous avons les métriques d'incertitude. Donc, tout comme l'être humain, donc quand on est incertain par rapport à un choix, on a tendance à prendre la mauvaise décision, encore une fois. Donc, même chose avec les DNN. Donc, on priorise ici la sélection d'entrées qui ont un score d'incertitude très fort, ou bien plus fort. D'accord? Parce que plus le DNN il est incertain par rapport à la prédiction, plus il a tendance à faire ou bien à commettre à faire des malprédictions, d'accord? Ou bien à faire des erreurs. Donc, par exemple, ici, le score d'incertitude pour la deuxième image, il est beaucoup plus élevé que la première image. Donc, du coup, on priorise la sélection de cette image par rapport à la première image. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions, d'accord? Oui. Justement, je me demandais si ces métriques-là, on peut les obtenir en boîte noire. Oui, parce qu'en fait, ils reposent sur les probabilités qui sont sorties. OK, qui vont être données par. Exactement, oui. Cool. Oui. Ce côté, on voit qu'il a
a compris que c'est une femme à 100%. De l'autre côté, il a compris que c'est 49-51 parce que, en gros, c'est un homme, mais si on zoome un peu sur la photo, on voit qu'il y a une femme avec une robe et Oui, mais c'est la c'est confusion. exactement. Donc ici, on a un degré d'incertitude plus élevé. Donc c'est plus intéressant en fait de sélectionner, en fait, de prioriser la sélection de cette entrée-là, de la labelliser manuellement, et puis voir en fait si cette entrée a été mal faite du tout. D'accord? Et en fait, la dernière famille, c'est vraiment la famille de diversité. Et en fait, on était les premiers à utiliser en fait, les métriques de diversité pour guider la sélection des jeux de test dans les DNN. Les métriques de diversité sont beaucoup utilisées dans le test logiciel, mais ne sont pas très utilisées pour tester en fait, les modèles des DNN. Donc, pour cela, en fait, nous avons considéré plusieurs métriques, mais la plupart des métriques ne marchent pas et ne répondent pas en fait, à nos besoins. Mais la métrique la plus adéquate que nous avons trouvée dans la littérature, c'est la diversité géométrique, la métrique de diversité géométrique. Donc, pour calculer en fait la diversité d'un ensemble de tests, par exemple la diversité de ces deux images par rapport à ces deux images-là, on a besoin, premièrement, en fait, d'extraire les caractéristiques d'une image en utilisant en fait un modèle qui est dédié pour ça, par exemple BG16 ou bien le ResNet ou peu importe. Et ce modèle-là, il est différent du modèle à tester. D'accord? C'est pour cette raison qu'on dit que cette métrique, elle est en boîte noire parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'informations supplémentaires par rapport au modèle qu'on doit tester. Donc, on extrait en fait le vecteur de caractéristique ou bien le feature vector de l'image. Donc, par exemple, cette image-là, elle est représentée par ce feature vector-là grâce au BG16 et cette image-là, elle est représentée par ce vecteur-là. Donc, pour calculer la diversité géométrique, donc, la diversité géométrique, ça représente le volume de la forme géométrique qui est formée par ces vecteurs-là. Donc ici, il s'agit de deux images, seulement deux entrées. Donc ici, on calcule l'air, ou bien la surface, seulement la surface. Mais si jamais, en fait, on a un ensemble avec une centaine ou bien des milliers d'entrées, donc on va calculer le volume de la forme géométrique qui est formée par les feature vectors. Et plus le volume il est grand, plus l'ensemble de tests il est diversifié. Donc, on peut voir ça clairement à travers cet exemple-là. Donc, ici, nous avons une surface qui est beaucoup plus grande que celle-là. Donc, cet ensemble-là, il est plus diversifié que le premier. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Le partage ne marche pas, non? Tac, tac, tac. Share. Est-ce que ça marche? Super. Oui, on voit bien en ligne, merci. Plus maintenant, ça va un peu Je copier. pense que c'est par rapport au câble, non? C'est à cause du câble. Ok. Est-ce que le partage... Non, il ne marche pas. Désolé. Le partage fonctionne à nouveau. Vous avez mal parlé de Tesla? Peut-être. Tac, tac, tac. C'est bon? Ça marche, restez là. Ok, je vais rien toucher. Donc, il existe en fait plusieurs limitations par rapport aux métriques que j'ai présentées. Donc, par exemple, les métriques de couverture de neurones et les métriques de surprise, elles requièrent, ce sont des métriques en boîte blanche parce que ça requiert l'accès aux données internes en fait du modèle et elles ne peuvent pas être utilisées.
l'architecture interne du modèle, les valeurs d'activation de neurones, ainsi de suite. Et, euh, et du coup, en fait, ce genre de métriques, on ne peut pas les utiliser quand on veut tester des modèles qui sont propriétaires, où on n'a pas accès à ce genre d'informations. Et puis, en fait, nous avons remarqué qu'avec quelques métriques en fait, de couverture de neurones, une couverture de 100%, elle peut être atteinte seulement avec quelques entrées, avec 3 entrées ou 4 entrées. Ce qui est problématique parce qu'on sélectionne plus que 4 entrées en fait, pour tester en fait, un modèle. Du coup, nous avons fait un survol sur les métriques en fait, de sélection de tests existants. Maintenant, on va calculer, en fait, bien, on va étudier la corrélation entre ces métriques-là et les FUT dans les DNA. Mais la question qui se pose ici, c'est comment estimer le nombre de FUT dans les DNA, surtout qu'on ne veut pas utiliser ou bien on ne veut pas compter le nombre d'erreurs de prédiction qui sont révélées par un sous-ensemble de tests parce que ces entrées, elles peuvent être redondantes, elles peuvent être similaires, donc elles n'apportent rien par rapport au test. Donc du coup, en fait, il faut maximiser non pas le nombre d'erreurs de prédiction, mais le type d'erreur. D'accord? Et quand je dis en fait type d'erreur, ça veut dire les fautes. Parce qu'on considère qu'une faute, c'est une cause, en fait. C'est la cause, en fait, d'une erreur de prédiction. Donc, je m'explique. Donc, ici, nous avons un initial set et on sélectionne 2 sous-ensembles de tests qui sont différents, mais de la même taille. Donc, il y a 10 entrées ici. Les points rouges, ça représente les entrées qui ont été mal prédites, les erreurs de prédiction. Donc, ici, en fait, on a l'erreur de prédiction, elle est beaucoup plus élevée que celle-là, mais on priorise, en fait, ou bien on préfère, en fait, ce subset-là. Pourquoi? Parce qu'il contient, en fait, des erreurs de prédiction qui sont diversifiées. Ici, on a des erreurs de prédiction qui sont très similaires. On a 2 types d'erreurs, alors qu'ici, on a 4 types d'erreurs ou bien 4 fautes. Et puisqu'en fait, la notion de faute dans le DNN, elle est encore floue, on ne peut pas genre, dire pourquoi une entrée a été mal prédite. Donc, il nous faut un mécanisme pour estimer à peu près le nombre de fautes, bien le nombre de types d'erreurs dans un modèle. Et du coup, tout simplement, on utilise la technique de clustering. Donc, on applique en fait le clustering uniquement sur les entrées qui ont été mal prédites. Et le nombre de clusters, il est à peu près égal au nombre de fautes. Parce que ici, en fait, les entrées qui sont à l'intérieur d'un même cluster, elles sont similaires. Elles sont causées par la même faute dans le DNA. Donc, au niveau de l'étude des corrélations, donc nous avons étudié plusieurs types de corrélations. Et nous avons trouvé qu'il y a une corrélation positive et statistiquement significative entre la métrique de diversité et des fautes. Ça veut dire plus la dataset elle est diversifiée, plus la probabilité de détection de fautes elle augmente. Même chose en fait entre l'incertitude et les fautes. Donc plus le modèle il est incertain par rapport à la prédiction, plus il a tendance à ce que ces prédictions elles soient faites de la mauvaise façon. Par contre, en fait, nous n'avons pas trouvé une corrélation entre les métriques de couverture et les fautes, et nous n'avons pas également trouvé une corrélation entre les métriques de diversité et de couverture. Donc, le fait de sélectionner un sous-ensemble qui est diversifié n'augmente pas nécessairement la couverture du neurone. Donc, du coup, suite au résultat de la corrélation, nous avons éliminé 2 familles de métriques qui sont les métriques de couverture de neurones et les métriques de surprise, et nous avons gardé les métriques d'incertitude et de diversité. Donc, les métriques d'incertitude et de diversité, elles vont être utilisées dans notre approche de sélection. Donc, nous avons proposé de nommer en fait notre approche DIPGD, qui est une approche en fait en boîte noire et qui est basée sur la recherche multi-objectif, et plus précisément l'algorithme NSGA2. Et pour guider le processus de sélection, on utilise 2 fonctions objectives. La première fonction objective, ça permet de maximiser
l'incertitude en fait du sous-ensemble à sélectionner. Pourquoi en fait on maximise l'incertitude? C'est pour détecter plus d'erreurs que possible, d'accord? Et le deuxième objectif, c'est maximiser la diversité des jeux de test. C'est vraiment dans le but de détecter en fait des erreurs qui ont plusieurs types, d'accord? Donc, on ne veut pas avoir des erreurs qui sont redondantes. Donc, c'est ça, grosso modo. Au niveau de la validation, nous avons considéré plusieurs datasets et modèles, ainsi que les baselines ou bien les métriques que j'ai présentées. J'ai une question, Oui. parce que même avant, Mhm. quand on n'a pas trouvé de corrélation entre, je pense que c'était même avant, c'est ça, parce que depuis que tu as montré ça, j'essaie de voir l'intuition derrière ça. Est-ce que OK. est-ce qu'il y a une intuition derrière ou est-ce que je suis en train de chercher Intuition, c'est juste ici, en pourquoi fait. il n'y a pas de corrélation? Ah, pourquoi il n'y a pas de corrélation? Enfin, est-ce qu'il y a une raison ou c'est juste euh, ce que Bonne vous avez question. observé? C'est ce que nous avons observé selon une étude empirique que nous avons fait sur Ok. plusieurs modèles, plusieurs datasets et plusieurs types Mais de... après, est-ce que vous avez trouvé une rationalité derrière Non, pas le vraiment. manque de... Parce que Parce que peut-être que c'est à cause... une faute, intuitivement, il doit avoir une corrélation. mais on n'a pas trouvé. Et ça a été confirmé par d'autres travaux également. Ah, ouais. Qui, Non, je vous crois. Non, non, Je cherche à savoir pourquoi. mais il n'y a pas vraiment, on n'a pas trouvé une raison bien particulière pour ce genre d'observation. Peut-être que c'est une limitation par rapport aux métriques de couverture qu'on utilise, ou bien qui sont proposées dans la littérature, elles ne sont pas assez précises. Donc, mais il y a pas, c'est pas comme, même en fait dans le test logiciel, il y a certaines études en fait qui prouvent que le fait de couvrir en fait tout, d'avoir en fait une couverture en fait qui est assez grande, euh, ne garantit pas en fait la détection de tous les fautes. Donc, Mais est-ce qu'il y a un seuil de corrélation que vous avez utilisé pour dire qu'il n'y a pas de corrélation? Ou est-ce que... oui, en fait, les seuils traditionnels et la p-value. Ok, Mais on n'a même pas trouvé en fait une corrélation statistiquement significative. ok, ok. Donc, il ne faut pas chercher n'importe quoi. Donc, on a, en tout cas, c'est une très bonne question, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, donc, au niveau des résultats d'évaluation, en fait, nous avons trouvé un meilleur taux de détection de fautes euh, par notre approche par rapport aux approches existantes. Donc, par exemple, le taux de faute détecté, il est 5 fois plus meilleur que les métriques en fait de couverture ou même avec la sélection aléatoire. Et c'est 2 fois plus meilleur que les métriques d'incertitude. Et nous avons également étudié à quel point en fait les entrées qu'on sélectionne, elles sont utiles pour réentraîner en fait le modèle et améliorer en fait sa performance. Donc, du coup, nous avons réentraîné en fait le même modèle avec plusieurs datasets ou bien plusieurs jeux de données qui sont sélectionnés par DJI ou bien les métriques de couverture, d'incertitude ou bien à travers la sélection aléatoire. Et à chaque fois, en fait, on calcule la précision et le rappel du modèle et on compare en fait les résultats. Et nous avons trouvé en fait qu'il y a une amélioration nette de la performance du modèle grâce aux données en fait, qu'on sélectionne avec GGD par rapport aux approches existantes. Donc, ces entrées-là, ils permettent d'améliorer d'une façon plus significative la performance en fait, du modèle suite à son réentraînement. Donc, maintenant, je vais passer. Est-ce que vous avez des questions avant de passer Oui. Est-ce que ça permet d'entraîner avec moins de données aussi, là? Oui, parce qu'en fait, on sélectionne, bon, en fait, on sélectionne, on considère en fait la même taille de données pour toutes les approches, mais au lieu de réentraîner le modèle avec toute la dataset dont on dispose, on sélectionne un sous-ensemble et ce sous-ensemble-là, il va être utilisé pour faire le réentraînement. D'autres questions? Ok, super.
Donc, maintenant, je vais parler du test différentiel des DNN. Donc, qu'est-ce que le test différentiel, à quoi ça sert et c'est quoi la contribution? Donc, en ce qui concerne le test différentiel, on considère en fait deux modèles, M1 et M2, qui ont la même performance, même précision, même rappel, ou bien en fait, qui ont des performances qui sont très, très similaires. Et du coup, en fait, on ne sait pas quel modèle il est plus précis, surtout quand la dataset de test dont on dispose, elle est très limitée. Donc, du coup, l'objectif ici, c'est de générer d'autres entrées de test qui révèlent des divergences de comportement entre les modèles. Donc, c'est comme le cas ici. Donc, par exemple, au niveau de la première image, elle n'a pas révélé en fait une différence de comportement entre les modèles. Mais par contre, pour cette image-là, elle a révélé en fait des comportements différents, d'accord? Et c'est ce genre d'image en fait qu'on veut générer à travers les tests. Et pourquoi en fait c'est important? Donc, c'est important dans plusieurs scénarios. Donc, le premier scénario, c'est quand on veut sélectionner le modèle le plus précis, quand on veut faire en fait le test de régression où on réentraîne en fait un modèle et on veut s'assurer que le nouveau modèle il est plus précis que la version originale. Et surtout en fait pour vérifier par exemple la propriété intellectuelle et pour checker si le modèle a été réutilisé, a été volé. Donc du coup ici, il faut générer des entrées qui révèlent des différences comportementales entre les modèles à tester. Voilà, c'est là et avant. Pour quelle raison cette photo n'a pas montré de différence et cette photo a montré une différence? Donc, c'est juste un exemple, en fait. Oui, mais Tout dépend, en fait, de la performance, en fait, des modèles. ok, donc, ma question n'est pas sur l'exemple. Pourquoi certains types d'images montrent une différence et C'est certains- comme, en fait, comme vous dites, que pourquoi, en fait, une image, elle est mal prédite, alors qu'une autre image, elle est correctement prédite. Donc, tout dépend, en fait, du degré de réentraînement du modèle, des données d'entraînement, la nature, en fait, des données d'entraînement, et ainsi de suite. Ok. Donc, mais c'est assez difficile, en fait, Parce que vous avez dit que les deux modèles sont presque identiques. exactement. Donc, la précision, la performance, elle est presque identique. Ok. Et le challenge Mais ici, la c'est de performance en termes de précision, statistique, rappel et point score, et ainsi de suite. Et le challenge ici, c'est comment générer en fait des entrées qui révèlent justement les différences de comportement entre les modèles. Donc, ok. parce que c'est pas assez straightforward. Donc, en fait, les approches existantes de génération de tests au niveau du test différentiel, elles reposent sur l'application d'opérations de mutation basiques, comme par exemple changer la rotation de l'image, changer la luminosité, et ainsi de suite. Mais le problème avec ce genre d'opération, c'est que ça ne permet pas en fait de générer des images qui sont vraiment très diversifiées ou bien qui sont novatrices. Et on a également le problème de validité d'entrée générée. Donc, par exemple, si on fait une rotation de 180 degrés du 9, ça devient un 6. Du coup, en fait, le label, ça change. Donc, certaines opérations, ils changent même, en fait, le label, en fait, des images. Et quand on applique d'une façon excessive, en fait, ce genre, quelques opérateurs de mutation, par exemple, quand on applique, en fait, une luminosité excessive, ça se peut que l'image soit invalide. Donc, la question qui se pose ici, c'est, avec un budget de test limité, comment peut-on générer des entrées de tests diversifiées et valides qui maximisent la révélation des différences comportementales entre les modèles? Donc, pour cela, nous avons proposé en fait DIFGAN, qui est une approche de génération de jeux de tests en boîte noire, qui se base sur l'IA génératif et les algorithmes génétiques. Et plus précisément, en fait, on utilise ce qu'on appelle les GAN ou bien les Generative Adversarial Networks pour générer en fait ce genre d'image. Et on utilise en fait NSG et tout pour guider le processus de génération. Donc, dans un GAN, on a deux composants principaux. Un générateur qui va générer des images et le discriminateur qui va jouer le rôle de police et qui va nous dire en fait si l'image, il s'agit d'une image réelle ou bien une image fake qui est générée par le générateur. D'accord?
Donc, le générateur ici crée des données qui essaient de tromper le discriminateur, qui lui, en fait, apprend à distinguer les vraies données des fausses. Et tout dépend, en fait, de l'output ou bien du feedback, en fait, du discriminateur. Le générateur, il va améliorer au fur et à mesure la qualité des images qu'il génère. Parce qu'il va essayer de tromper le discriminateur. Donc, c'est comme ça que le processus d'entraînement des GAN, en fait, ça fonctionne. Discriminateur, sa sortie, c'est 0,1. Oui. Soit fake, soit real. Ok. Donc, pourquoi en fait on n'utilise pas les transformations simples? Parce que ça ne permet pas de rajouter une certaine diversité au niveau des entrées qui sont générées. Mais par contre, pour les GAN, ça permet de rajouter d'autres features qui ne sont pas présentes dans les données d'entraînement ou bien les données de test dont on dispose, par exemple. Et même avec les GAN, on peut même faire le merge, en fait, ou bien le merge, en fait, de deux images pour générer, en fait, des caractéristiques beaucoup plus intéressantes. Et le secret, en fait, dans la génération, c'est vraiment, ça réside vraiment dans le latent vector. Parce qu'en fait, le générateur, il prend ce qu'on appelle, en entrée, ce qu'on appelle un latent vector. Et tout dépend, en fait, du latent vector, tout dépend, en fait, de la qualité de ce vecteur-là. Le GAN, soit il génère, en fait, une image de bonne qualité, soit il génère n'importe quoi. Donc, le secret ici, ou bien l'idée ici, c'est de chercher des latent vectors qui permettent au GAN de générer des images révélatrices de divergences comportementales entre les modèles. Donc, on va jouer ici sur les latent vectors. Et on va utiliser pour cela les algorithmes génétiques pour guider le processus de génération. Donc, ceci est un aperçu de l'approche. Je sais que c'est un peu condensé, mais il faut seulement retenir deux petits trucs. Donc, il y a la phase 1, en fait, ça correspond au processus d'entraînement, la phase d'entraînement, en fait, de notre GAN. Et puis, dans la phase 2, on utilise seulement le générateur. D'accord? On utilise le générateur que nous avons entraîné. Et en fait, le générateur, il va prendre en entrée des latent vectors, n'est-ce pas? Donc ici, en fait, on a une population initiale de latent vectors qu'on va faire évoluer avec l'algorithme génétique, tout en considérant en fait deux objectifs. Le premier objectif, c'est de maximiser la divergence de comportement entre les deux modèles en mesurant en fait la distance entre les deux vecteurs, les output probability vectors des deux modèles. Et pour cela, on utilise en fait la distance euclidienne. Et le deuxième objectif, c'est on veut maximiser la diversité des entrées congénères. Donc, it's oversimplification of the process. Mhm. Donc, concernant en fait l'évaluation, nous avons évalué notre approche sur 8 paires de modèles qui sont assez précis. La précision elle est supérieure à 98%. Et on l'a comparé avec le seul benchmark disponible ou bien disponible en fait dans la littérature qui est DRFAS. Et on a fixé en fait le budget de génération à 1 heure. Et puis en fait nous avons étudié ou bien comparé en fait le nombre d'images qui sont révélatrices de divergences comportementales. Nous avons également étudié la validité de ces images-là ainsi que la diversité. Donc, nous avons trouvé qu'avec notre approche, on a pu générer 5 fois plus d'images révélatrices de différences par rapport au baseline. Ces images, elles sont très valides, avec un taux de validité assez élevé. Le taux de validité est de 91%. Et ces images, elles sont 20 fois plus diversifiées par rapport au baseline. Oui, Je ne connais pas bien Dr. Fuzz, mais c'est aussi un logiciel qui cherche à générer des images oui, des révélatrices, là. exactement, oui. Mais qui utilise en fait les opérateurs de mutation. Ok. Donc, c'est pour cette raison que en fait, les entrées ne sont pas assez diversifiées. C'est des rotations, des... Exactement, oui. Oui. Donc, avez-vous d'autres questions avant de passer à la dernière partie?
Ok, donc maintenant je vais passer à la dernière partie de la présentation qui repose sur, ou bien qui porte sur le système de monitorage que nous avons proposé pour les agents d'apprentissage par renforcement. Donc je vais faire un petit rappel concernant en fait ce que c'est un agent de reinforcement learning. Donc en fait un agent d'apprentissage par renforcement, il interagit avec l'environnement. Donc il prend une action. Cette action, elle peut être optimale ou pas. Donc, selon l'optimalité de l'action, il va recevoir une récompense si l'action est optimale. Sinon, il va recevoir une pénalité si cette action-là, elle n'est pas optimale. Et on va passer à l'état suivant. Et ce mécanisme, en fait, de récompense et de pénalité qui permet à l'agent d'améliorer sa politique de sélection d'action. Donc, en fait, le comportement d'un agent de reinforcement learning, il peut être traduit en un ensemble d'épisodes, où tout simplement, en fait, un épisode, c'est une séquence d'états et d'actions qui ont été faits par l'agent. Donc, toujours dans le cadre, en fait, des travaux avec GM, nous avons proposé, en fait, SMARLA, qui est un système de monitorage des agents d'apprentissage par renforcement. Et en fait, SMARLA, elle permet en fait de prédire à chaque instant de l'agent, ça permet en fait de prédire en fait la probabilité de violation future, de violation en fait de sécurité. Quand je dis en fait violation de sécurité, ça pourrait être un accident, ça pourrait être par exemple quand la voiture elle se rapproche trop d'une autre voiture. Donc, donc à chaque instant en fait, on prédit les violations de sécurité afin de prévenir en fait les accidents potentiels en avance. Et en fait, l'approche, elle repose sur deux éléments principaux. Donc, on utilise en fait un modèle AI, un modèle en fait de machine learning qui est le random forest, pour prédire en fait à chaque instant cette probabilité-là. Et surtout, en fait, on utilise ce qu'on appelle l'abstraction d'état, qui nous a permis en fait d'entraîner en fait ce modèle-là d'une façon beaucoup plus efficace. Donc, c'est quoi en fait le mécanisme d'abstraction d'état? Tout simplement, donc, si on considère en fait les états bruts ou bien les états concrets de l'agent, on va trouver qu'il y a des millions et des millions en fait d'états possibles d'un agent de reinforcement learning. Donc, du coup, en fait, il nous faut un mécanisme pour compresser ou bien pour réduire l'espace en fait de ces états concrets. Et pour cela, on utilise en fait ce qu'on appelle l'abstraction d'état, où on regroupe en fait des états qui sont similaires en un seul état abstrait. Mais on n'utilise pas en fait dans le processus de regroupement, on n'utilise pas en fait les caractéristiques intrinsèques de l'état, mais on utilise vraiment la perception de l'agent. Donc si l'agent il perçoit deux états de la même façon, on dit qu'il s'agit des états qui sont équivalents et qui appartiennent en fait en fait, au même état abstrait. Et en fait, l'abstraction, donc pour cela, en fait, on utilise la récompense globale prédite pour chaque action. Donc, je prends cet exemple. Donc, ici, nous avons deux images, ou bien deux états. Donc, si on compare en fait, les caractéristiques intrinsèques de l'image, elles sont différentes. D'accord? On peut voir en fait que ces images sont différentes, ou bien ces deux états sont différentes, mais elles sont perçues de la même façon par l'agent, parce qu'il se comporte de la même façon dans ces deux états-là. Et quand je dis en fait, il se comporte de la même façon, en fait, il produit en fait les mêmes récompenses pour chaque action dans ces deux états-là. Donc, c'était vraiment le composant principal pour permettre à notre modèle de machine learning d'être entraîné d'une façon efficace avec non pas en fait les états concrets, mais les états abstraits. Donc, du coup, à chaque instant ici, à chaque instant, ou bien à chaque instant d'exécution en fait de l'agent, donc on code en fait l'épisode qui a été, ou bien la partie de l'épisode qui a été
exécutés en encode d'une façon binaire, selon l'absence ou bien la présence des états abstraits. Et notre modèle AI, ou bien notre modèle ML, il prédit en fait la probabilité d'échec futur. Donc, en fait, au niveau des résultats, on a eu une prédiction précise à 98% pour les violations de sécurité. Donc, ces prédictions, elles sont non seulement précises, mais elles arrivent suffisamment en avance. Parce qu'il faut prédire en avance, bien en avance, ces violations en fait, de sécurité afin d'activer en fait, les mécanismes de sécurité adéquats. Et à peu près, en fait, on détecte à mi-chemin de l'exécution de l'épisode défectueux. Donc, on détecte à mi-chemin la présence en fait, de violations de sécurité. Donc, voilà. Donc, comme travaux futurs, puisqu'on a travaillé sur des tests des DLL, des tests des Reinforcement Learning Agents, et puisque les LLM sont maintenant à la mode, on vise de proposer en fait, des techniques adéquates pour la sélection et la génération des jeux de tests pour les LLM. Surtout en fait, qu'ils ont en fait, plusieurs défis comme l'hallucination, le problème de non-déterminisme et l'accès en boîte noire, surtout que la plupart des LLM, ils sont propriétaires. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Et si les LLM ne sont pas des boîtes noires, est-ce qu'on peut voir là-dedans Oui. jusqu'à quel degré? On peut voir en fait l'architecture, les différentes layers, Je pense que cela est suffisant parce qu'on comprendra toujours pas. En fait, si on fait le parallèle avec, par exemple, les métriques en boîte blanche pour les DNL et les métriques de couverture, Oui, donc, donc c'est comparé à de préférence, il faut utiliser les métriques en boîte noire parce que les métriques en boîte noire, elles sont beaucoup plus efficaces que les métriques en boîte blanche. Et c'est plus facile, en fait, d'utiliser les métriques en boîte noire parce qu'il faut avoir seulement accès aux entrées et aux sorties, en fait, du modèle. très bien. Oui. Par rapport à Smarla, euh, c'était un agent de monitorage. Uh-huh. Ce serait un logiciel qui roulerait à côté, par exemple, d'un self-driving car. Exactement. Surveillerait les En temps actions que réel. le self-driving car peut prendre. Est-ce qu'il y a besoin de données auxiliaires à charger aussi? Ou c'est juste comme un logiciel qu'on lance à côté de l'autre? C'est seulement en fait une composante, puis un logiciel qu'on lance à côté. Et on a seulement besoin d'avoir les différentes Q-values dans les différents états. Donc pour faire en fait l'abstraction et pour faire en fait la prédiction. Pour voir en fait est-ce que cet état-là, ça correspond à quel état abstrait et pour faire l'encodage en fait des épisodes. Qui doit quand même interfacer avec l'agent, genre. Exactement, oui. On ne touche pas à l'agent. Mais il faut exploiter des métriques que l'agent donne. Oui, l'output en fait de l'agent. OK. Parce que c'est une technique en boîte noire. OK. Donc, donc mettons, la voiture démarre, ce logiciel-là démarre en même temps, puis il se met juste à regarder les actions que la voiture prend. Exactement, oui. Cool. Vous avez dit à un moment donné que ça a été validé en temps réel sur les voitures GM. Pas sur des voitures, mais sur des cas d'études. Donc des agents qui sont dans le secteur en fait, de l'automobile, dans le domaine en fait, de l'automobile. C'est un agent pour faire en fait, du lane merging. OK, Donc c'est le seul cas d'étude en fait, que nous avons utilisé de GM. OK. C'est très bien, excellent. D'autres questions? Je n'ai rien à distance. Juste pour Merci savoir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.